Good Evening Business, le débat. Avec donc autour de la table Jackie Isabello de Parlez-moi d'impact, votre toute nouvelle société, Frédéric Farah, économiste enseignant à Paris 1, et Rodolphe Bonas, PDG d'Aristide Retail Technologies. Messieurs, qui veut réagir à ce que disait Jackie avant le journal d'Aude? C'est vrai que là, on est clairement confronté à une société, à un groupe qui, finalement, c'est un peu comme si elle fabriquait des bougies et qu'elle devait vendre des ampoules demain, quoi, hein. Donc, c'est-à-dire qu'elle va devoir opérer une telle mutation industrielle dans son dispositif que c'est assez colossal, puisque vous savez qu'ils annoncent qu'en 2050, Total n'aura plus que 15% de son chiffre d'affaires dédié dans le domaine du pétrolier. Ce qui signifie quand même, 2050, c'est 25 ans pour une société de cette taille-là. C'est rien, c'est comme si c'était demain pour nous. Et donc, on voit les défis qui sont devant. Avec le paradoxe qui a bien été évoqué par Jackie, c'est-à-dire que finalement, on est dans des fleurons de l'industrie française. On parle beaucoup de l'industrie, hein. Finalement 19 milliards d'euros de profit pour une société de cette taille-là, mondialement connue, un très grand leader. Et finalement, on voit une affection ou une désaffection quelque part d'une partie finalement de la population sur un des fleurons. Ouais. Il y a là une confrontation entre une part, j'allais dire, économique du poids de Total et la part de cœur de Total qui fait partie de notre quotidien et malheureusement qui est en pleine souffrance. Et ça, c'est difficile à réconcilier sur le temps. Frédéric Farah, vous comprenez cette contradiction ? Oui, alors cette contradiction, je la comprends, mais d'autant plus qu'aujourd'hui, la question climatique envahit à peu près tous les secteurs. Elle est devenue centrale. L'Europe en a fait aussi le centre de ses préoccupations, avec des résolutions récentes sur la gouvernance des entreprises, où désormais le grand thème qui domine les institutions européennes, c'est une gouvernance durable des entreprises, avec des directives récentes, au nom parfois un peu longué en anglais, qui indique effectivement en 2022... la nécessité, effectivement, de placer ces questions climatiques, et ça pose une question passionnante sur les buts de l'entreprise, pas simplement le profit, autre chose. Donc, effectivement, ce sont des questions intéressantes, et je voyais ce chiffre qu'en 2022, 11 sociétés ont inscrit des projets de résolution climatique à l'ordre du jour de leurs assemblées, donc ce qui était assez intéressant. Donc, aujourd'hui, il faut concilier plusieurs choses, à la fois un cœur de métier et ensuite une mutation. Il faut à la fois se poser la question, quel est l'objet de l'entreprise, et aujourd'hui, tenir compte également de tout ce qui est, par exemple, responsabilité économique, sociale des entreprises. Donc aujourd'hui, ce n'est pas facile de concilier tout ça en même temps, tout comme il n'est pas facile pour les États de vouloir à la fois assurer l'équilibre des finances, maintenir l'État social et faire des investissements pour le futur. Mais Frédéric, juste question, est-ce qu'on a les moyens de relever ce défi en faisant l'abstraction de groupes comme Total Énergie, c'est une des questions qu'on se pose, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont... Pas possible. Non, voilà. Ce n'est pas possible. C'est juste même pas raisonnable de penser ça. Et surtout d'essayer d'expliquer dans quel état d'esprit on se trouve. Que ces gens manifestent, moi je trouve que c'est très bien, il faut qu'ils continuent à appuyer le désir de chacun. À mettre la pression. De passer à quelque chose d'autre. Mais prenons ce matin, les assureurs, l'Agence mondiale des assureurs pour le climat reçoit 30 ou 40 courriers de procureurs américains qui leur dit faites gaffe parce que votre politique contre le climat tous ensemble, pour nous, vous êtes à la limite des... Je rappelle que c'est une alliance du monde de la finance. Alors il y a celle des assureurs, celle des banquiers et un par un, effectivement. C'est des engagements qui avaient été pris dans le cadre des accords de Paris. Exactement. En gros, ces procureurs leur ont dit, souvenez-vous de ce qu'on a fait avec Alstom et d'autres. L'extraterritorialité du droit américain fait que votre espèce d'association qui semble militer pour le climat, va complètement à l'encontre des intérêts américains, notamment dans les énergies fossiles. En 2 temps, en 3 mouvements, l'ensemble des grands opérateurs mondiaux ont envoyé un courrier en disant « je démissionne, je ne fais plus partie de cette association ». Donc c'est vrai que toutes nos grandes entreprises, elles sont au confluent comme ça de forces qu'il faut prendre en considération. Et encore une fois, de dire tout le monde, on a de l'argent, on a des enfants, on veut assurer la transition. Mais considérer, comme on l'a vu au début de la guerre en Ukraine, qu'on pourra faire sans les pétroliers et sans les gaziers au moment où nos entreprises ont besoin d'énergie et de produire à moindre coût sur un marché à concurrence mondiale, c'est déraisonnable. Mais en même temps, il faut que les activistes fassent leur travail et puis qu'on trouve un modus operandi. Et c'est marrant parce que M. Pouyanné l'a dit,
finalement, dans son discours, pas dans cette partie-là, mais dans une autre partie, il a dit il faut continuer de dialoguer. Oui, tout à fait. Quand des actionnaires l'interpellaient sur la résolution Scope 3. Oui, mais tout à fait. La question, elle devient politique. Pas manichéen, c'est vrai. Elle devient politique. C'est-à-dire que dans le fond, ce dialogue ou cette tension entre les citoyens et d'autres entreprises, le politique ne pourra pas juste arbitrer le match. Il ne pourra pas juste compter les points et autres. C'est-à-dire que cet effort vers la transition, à la fois il y a l'effort de ces entreprises, puis aussi le rôle de l'État qui doit aussi jouer son rôle avec des politiques économiques qui vont dans cette direction, tant au niveau national qu'au niveau européen, parce que la question ne se résoudra pas simplement au niveau national, elle va se résoudre au niveau européen, si les Européens en ont la volonté, s'ils sont d'accord ce qu'il faut faire. Et parce que on peut pas juste laisser, le gouvernement dit oui, il faut mettre la pression, on a entendu Mme Borne, on a entendu, tout à fait. etc. Bon, très bien. Après, dire Total fait des efforts, mais comme tout le monde, ils doivent en faire plus. Mais est-ce qu'elle a besoin de mettre la pression? Parce que Total Énergie n'a pas besoin de Mme Borne pour savoir que c'est un élément absolument décisif de sa stratégie que de basculer de l'autre côté. Et aussi parce que c'est un point qui est absolument décisif. Oui, mais c'est une manière aussi de se positionner vis-à-vis de l'opinion. Oui, chacun est dans son rôle. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a aussi un travail à faire de... Elle ne condamne pas les militants, elle ne condamne pas les images d'aujourd'hui. Exactement, et de réhabilitation du projet. C'est-à-dire que le vrai sujet, ce que disait Jackie, c'est qu'à un moment ou un autre, il va falloir réhabiliter le projet d'une marque comme Total Énergie pour dire c'est aussi un projet citoyen. On ne va pas pouvoir en faire l'économie. Alors il va falloir cultiver une confrontation positive, mais en tous les cas, pas tomber dans une forme de manichéisme, quelque part, qui finalement ne fait avancer personne. C'est ça le défi qu'on a devant nous. D'autant plus que Mme Borne arrive avec un autre agenda, parce que comme il y a une opération reconquête de l'opinion après l'opération des retraites, il faut montrer qu'elle est avec l'opinion, qu'elle soutient, etc. J'ai envie de dire, il y a un peu un... Oui, enfin, c'est la super ministre de l'écologie aussi. Oui, mais... C'est elle qui porte, c'est la madame écologie du gouvernement. Il ne s'agit pas de douter de la sincérité, mais en même temps... Non, mais sans parler de sa sincérité, mais c'est que c'est son périmètre, quoi. Oui, c'est son périmètre. C'est son périmètre, mais aussi, il y a un agenda où on voit bien le discours sur la fiscalité sur les classes moyennes, le discours sur la réindustrialisation, le discours du plein emploi. On va en parler après. Là, c'est la même chose, c'est le discours qui va dans la direction de l'opinion pour dire, oui, on est avec vous, puisqu'ils sont venus dire, on soutient les manifestations. Il y a aussi opération reconquête du côté du gouvernement, même si après, je ne doute pas de la volonté. Mais c'est clair que si on veut résoudre ce problème, si effectivement on dresse les uns contre les autres, on n'y arrivera pas. Et alors, justement, les uns contre les autres ou les uns avec les autres, pardon, je ne veux pas faire de la chanson, mais c'est pas mal. Au-delà de Total, là c'est la saison des AG qui s'achève. Qu'est-ce que tout ce balai des AG habituels du printemps vous inspire? Est-ce que vous trouvez que ce modèle de gouvernance, de dialogue avec les actionnaires, des parties prenantes autour d'elle fonctionne? Ou est-ce qu'on est un peu au bout de quelque chose? Est-ce que tout ça vous paraît un peu éculé ou à bout de souffle ou doit évoluer? L'Institut français des administrateurs rappelle sur ses premières pages que la démocratie actionnariale, elle passe par la tenue d'assemblées générales et que ces assemblées générales, si le droit nous permet avec une action de porter un projet, de porter une voix, il faut continuer de l'enrichir. Je pense que ça serait contre-productif, sans doute stupide et puis réducteur de liberté de dire que les gens doivent se taire. Il faut que la gouvernance qui est placée en dehors de certaines tours entende ce genre de récrimination, mais par ailleurs, il faut aussi que ceux qui protestent conçoivent que l'économie c'est complexe, que les intérêts de nombreuses personnes sont portées, et donc que ça s'exprime à ce moment-là. Moi, je trouve ça au contraire extrêmement positif. Après, ce qu'on regrette, c'est que ça se termine avec des photos de gens qui se font mal. Avec ça reste exceptionnel. C'est pas toutes les AG qui sont passées comme ça, mais parce que on dit beaucoup la démocratie. C'est ce qu'on voit. Ça, c'est sûr. C'est l'image du jour. Parce qu'on dit beaucoup que la démocratie politique et sociale est malade en France et ailleurs, mais est-ce que la démocratie en entreprise est en bonne santé? Alors, Rodolphe. la démocratie en entreprise, dans ses fonctionnements, j'allais dire encadrés, quasi juridique, est absolument respectée, elle fonctionne très très bien, mais néanmoins elle n'est pas épargnée par les évolutions de la société, c'est-à-dire que par le fait qu'aujourd'hui notre société et particulièrement les entreprises, aujourd'hui le capital de marque d'une entreprise, c'est aussi sa capacité à fédérer des communautés qui vont bien au-delà des actionnaires, et qu'on peut avoir des entreprises qui, au travers de ces communautés, fabriquent de la valeur, c'est-à-dire que finalement aujourd'hui vous achetez des produits beaucoup plus pour adhérer à une cause plutôt que d'acheter un produit pour son usage. On voit très très bien que les jeunes générations sont extrêmement sensibles, pas
pas toujours finalement sur les mêmes points, les enjeux climatiques ou sociaux, quoi que ce soit, mais en revanche, ils ont des buts précis en disant j'ai décidé d'acheter, j'ai décidé finalement d'adhérer à cette logique-là. Et c'est ce qui fait qu'à un moment, on va sans doute voir émerger au sein de la gouvernance des entreprises ces communautés qui vont avoir de plus en plus de poids parce qu'elles ont aussi la possibilité de s'exprimer au travers de l'ensemble du dispositif des réseaux sociaux qui leur sont offerts. Aujourd'hui, si vous voulez faire avancer au mieux une réclamation à la SNCF, je vous invite à utiliser Twitter ou bien Snapchat ou autre. Ça sera beaucoup plus efficace qu'écrire un courrier recommandé. C'est pas faux. Allez, on marque une pause et dans un instant, on poursuit le débat en direct jusqu'à 19h sur BFM Business. À tout de suite. BFM Business. La France a tout pour réussir. Good Evening Business, le débat. 18h47 sur BFM Business, troisième et dernière partie du grand débat de Good Evening avec Frédéric Farah, Rodolphe Bonas et Jackie Isabello. On parlait de transition énergétique, de toutes les contradictions autour de cette décarbonation avec Total et son assemblée générale qui s'est tenue ce matin. Et ben mardi prochain dans l'actualité, on va reparler du sujet avec l'ouverture de la première Gigafactory de batteries électriques en France. Ce sera dans le nord de la France, à Douvrin, dans la banlieue de Lens. C'est l'usine de ACC, la contre-prise de Total, justement, de Stellantis et de l'allemand Mercedes. On y voit un symbole de décarbonation. Là, pour le coup, c'est assez clair avec les batteries électriques. Mais est-ce qu'on peut aussi dire que c'est un symbole de la réindustrialisation du pays ? Frédéric ? Parce que si on observe un peu la situation de l'industrie, on n'a pas encore retrouvé une base industrielle significative. En volume, la production retrouve son niveau simplement de 2015. La situation, comment dire, en termes d'emploi a été améliorée, mais c'est pas non plus, ça ne représente que 9% de l'emploi total. Donc il y a du mieux, si vous voulez, il y a du mieux. Mais on n'est pas non plus dans une dynamique où on peut dire que la réindustrialisation, comparée même par exemple à la base industrielle de nos voisins, italiens ou allemands, on a une base industrielle qui est inférieure et que la politique induite par le gouvernement s'inscrit dans une reconquête qui n'a pas commencé avec ce gouvernement-là, mais c'est trop tôt pour pouvoir dire ça, surtout qu'en plus, je le répète, cette question doit s'articuler au niveau national, mais aussi au niveau européen. Donc c'est pour ça, un léger mieux, il ne va pas non plus faire la mauvaise tête, mais il ne s'agit pas de se réjouir trop vite. Mais est-ce que ce genre de projet, quand même, est-ce qu'avec ce genre de projet, on change d'échelle ? Parce que là, d'un coup, on parle de centaines, voire de milliers d'emplois directs et indirects, des investissements à plusieurs milliards. Oui, une gigafactory, elle toute seule, ne va pas changer la face du pays. Mais est-ce que c'est quand même pas un signal très fort qu'on envoie à nos concurrents ? C'est un Rodolphe. Très bon signal. Il faut un début, mais c'est surtout aussi des éléments envoyés comme quoi on est dans l'urgence. Il ne faut pas oublier que concernant la réindustrialisation en France, on est dans une situation d'urgence. Il faut impérativement se remettre en mouvement. On a eu des décisions dans les années 70, 80, 90 qui ont été absolument désastreuses, considérant politiquement que finalement l'industrie c'était un monde du passé et qu'on était dans le service, alors qu'en réalité on voit très bien que finalement on avait cru que, en effet, le textile, l'acier ou encore le charbon, c'était cuit. Ça, ce qui n'était pas faux, mais on est passé complètement à côté des industries, j'allais dire, de nouvelle génération, sur lesquelles ont su surfer les Allemands ou même encore les Italiens. C'est une réalité. Donc, pour moi, c'est un très bon signal. C'est un début. C'est comme ça qu'il faut le faire. Mais il va falloir qu'on en ait énormément des signaux comme ça, qui ne concernent pas que les batteries électriques. Il va falloir aussi se réintéresser à la chimie, se réintéresser au monde de la santé, se réintéresser à toutes ces industries que l'on doit, à la machine-outil typiquement, à la robotique, qui sont des dispositifs, mais ça va être des investissements absolument colossaux et qui devront être traités au niveau européen, sinon on n'y arrivera pas. Jackie Isabello. J'étais il n'y a pas longtemps avec... Est-ce que quand on voit à partir de mardi ce genre d'image, ce genre d'usine, on se dit... La France est dans le coup, la France est dans le jeu, quoi. Alors, ce sont de belles images et il faut les louer et il faut les mettre en avant. J'étais il n'y a pas longtemps à Lille dans le cadre d'une rencontre avec un think tank qui s'appelle Sinopia et le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand pour pas le nommer, expliquait la mutation qui s'est opérée dans sa région.
Et toutes ces grandes industries productrices d'électricité, qui sont très importantes pour une gigantesque industrie qui est l'industrie de l'automobile, eh bien la région Hauts-de-France a opéré une mutation absolument spectaculaire, puisqu'elle accueille énormément de projets, et donc elle sait mettre à disposition des investisseurs, certes du foncier, mais autour un projet de santé, de la formation, des infrastructures, de la connectivité, une place en Europe assez importante, et donc cette région qui industriellement a énormément souffert, eh bien elle est assez en pointe là-dessus. Ça, c'est le premier point. Après, deuxième point, tout à l'heure, on disait, regardez, Total, l'électricité, on parlait tout à l'heure de certains bouquins. Guillaume Pitron, dans ses ouvrages sur le coût d'un clic, nous a expliqué quand même que c'est pas neutre écologiquement. Et d'ailleurs, hier ou ce matin est sortie une étude qui explique que, comme on dit, du berceau à la tombe, cradle to cradle, quand on produit un gigawatt d'électricité dans un territoire comme le nôtre, écologiquement, ça a énormément de poids. Donc ça n'est pas complètement neutre. Mais voilà, d'un point de vue de la réindustrialisation, il faut montrer ces choses-là. Et puis ça va permettre aussi de donner un coup de pied aux fesses à tout un tas de formations d'ingénieurs qui, jusque-là, avaient abandonné ces univers-là pour aller faire je ne sais pas trop quoi, peut-être des algorithmes pour le shadow banking. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on montre ça et qu'on dise qu'on n'est pas à la traîne, parce que dans d'autres univers du numérique, pour le coup, là, les combats sont perdus. Je vais préciser Rodolphe, Frédéric. Pourquoi est-ce que je pense que vraiment ça va jouer au niveau européen? Il ne faut pas regarder ça uniquement au spectre du franco-français. On a été capable au niveau européen de faire Airbus. C'est un succès mondial qui dure, qui continue. Il faut s'attaquer à des grandes branches industrielles avec cette même type d'ambition. Oui, mais deux remarques. Ce ACC, ça a été présenté, c'est des formules qui peuvent paraître éculées, mais comme l'Airbus de la batterie, effectivement. Voilà. Oui, mais alors deux choses, c'est que, l'industrie est nécessaire parce que c'est là où se dégagent les gains de productivité les plus importants. Et on en a besoin. Tout à fait, ça on le sait. On en a besoin, et pour financer aussi, entre autres, notre système de protection sociale. Ça, c'est un élément. Et deux, ça nécessite aussi une mutation au niveau européen, parce que quand on refait l'histoire du marché unique, au moment du marché unique, il y avait eu deux tendances. À la fois, il y avait une tendance qui rêvait de champions nationaux au milieu du patronat, qui rêvait de champions nationaux européens, et puis d'autres qui voulaient favoriser plus une logique de marché. Dans ces années 80, c'était plus ceux qui étaient tenants de la ligne de marché qui l'ont emporté sur ceux qui étaient plutôt défenseurs d'imaginer des champions, cette fois-ci non plus nationaux, mais européens. Et d'ailleurs, tout ça est très bien raconté par un politiste néerlandais qui est Bastiaan van Apeldoorn. Juste, je dis ça pour la référence. D'autre part, si vous voulez, aujourd'hui, il faut que l'Europe change son logiciel. C'est-à-dire qu'elle puisse penser autrement qu'elle n'a pensé jusque-là, qu'elle soit moins naïve en termes de libre-échange, qu'elle soit plus soucieuse de protéger ses actifs stratégiques, ce genre de choses. Je vous donne un exemple. C'est ce que la Commission nous promet. Nous promet. Avec notamment le Net Zero Industry Act. Voilà. Changement de logiciel. Et juste un élément, il ne faut plus que se déroule ce genre de choses. Quand la Grèce était en difficulté, on a vendu le Pirée à Costco, qui était une entreprise chinoise. Il ne fallait pas faire ça. Il fallait que ça reste européen. Après, Thomas, quand aujourd'hui, les Chinois, et on sait que depuis 2001, les portes sont ouvertes avec les accords de l'OMC, arrivent avec un véhicule électrique qui coûte au minimum 10 000 euros de moins que le même véhicule produit par un industriel européen ou français, ça pose des questions quand on sait un petit peu comment on forme un prix. 10 000 euros sur 30 000 euros de prix ou 40 000. Non, bien sûr, c'est gigantesque. Bien sûr. Mais mot de la fin là-dessus. Mais là, juste l'enjeu, on voit bien que c'est à la fois un enjeu industriel d'être capable de fabriquer l'offre, parce qu'on a aussi la demande. C'est assez extraordinaire. L'Europe est en mesure de fabriquer finalement les produits qu'elle est capable de se vendre à elle-même. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Effectivement, il va falloir l'acheter au bon prix. Voilà. Il nous reste moins de 3 minutes. On va parler de conjoncture pour finir quand même en 3 minutes, parce qu'on a des signaux que je trouve un peu contradictoires qui ont été publiés ces derniers jours, et on va faire un peu la photo tous ensemble de cette économie française. D'un côté, on a l'INSEE hier qui nous dit que le moral des patrons se dégrade. Encore une fois, 3e mois d'affilée, moral moyen. On est revenu au niveau de début 2021. Et dans le même temps, on a le chômage qui continue encore de baisser à 7,1%, alors qu'on est censé être dans une année de remontée du chômage, avec une croissance faible et un marché du travail qui lui aussi se met à caler. Où est la vérité pour vous? Est-ce que l'économie française continue de résister, à garder la tête au-dessus de l'eau? Ou est-ce que là, ça y est, on commence
petit à petit à couler l'Allemagne. Enfin, à couler, c'est un bien gros mot, mais l'Allemagne a la tête sous l'eau. Ils sont rentrés en récession. Ils sont rentrés en récession. Voilà. 2 trimestres d'affilée de contraction, ils sont en récession. Ça fait bizarre quand on parle d'Allemagne. Alors, les taux courts sont plus hauts que les taux longs. Enfin voilà, tout ce qu'on a essayé de nous apprendre à nous, modestes entrepreneurs. Frédéric est un universitaire, donc j'ai du mal à tout saisir. Il y a 2 ans, on vénérait la dette avec les théories monétaires modernes. On en revient et on s'aperçoit que c'est peut-être pas aussi sain que ça. Voilà, je comprends plus grand-chose, mais en même temps, eh bien, le pays semble se porter pas trop mal. Alors après, vous le savez, la théorie du coussin qui fait que on part souvent après les autres, mais par contre, on est en récession bien après. Ouais. Est-ce qu'on est également dans ce même cycle? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ce qui est en train d'arriver? Est-ce que c'est ce que vous voyez, vous, Rodolphe? Alors, nous, c'est vrai. Capté sur le terrain. Oui, ce que l'on capte, c'est qu'il y a une vraie tension sur le marché du travail. Ça, c'est une vraie réalité. On sent vraiment qu'il y a une vraie demande, finalement, et que derrière tout ça, on a du mal à trouver les candidats. C'est de plus en plus dur, et c'est de plus en plus dur de les garder. C'est-à-dire que c'est pas que ça, c'est-à-dire qu'on voit que ce marché est difficile. En revanche, je pense que un des points qui explique quand même que le moral est un petit peu atteint, c'est qu'on arrive finalement à cette logique d'inflation. L'inflation a quand même un effet. Pourquoi? Parce qu'on on a fait le tour du cadran. Et donc, l'inflation, c'est un côté c'est un peu une petite forme de drogue, quelque part. Ça met un peu de folie un peu partout, parce que les chiffres s'emballent. Mais là, on commence à se rendre compte que derrière cette inflation, finalement, il y a aussi des ventes de produits qui sont en moins grande quantité. On commence à moins produire. Et donc, je pense que là, avec ce tour du cadran, on a un peu plus de tension. Frédéric Farah, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est simple. En 30 secondes. En 30 secondes, l'État, jusque-là, arrivait à soutenir le pouvoir d'achat des ménages, apporter de l'aide aux entreprises. Tout ça ne coûtait pas grand-chose puisque l'argent était bon marché. Maintenant, cette période est derrière nous et donc faire ce bouclage-là avec des taux d'intérêt qui augmentent, ça devient plus compliqué. Donc, effectivement, tout ça, ça crée un peu de nuages. Et d'autre part, peut-être que les effets de la politique de la Banque centrale vont peut-être se faire sentir sur l'activité. Mais on annonce toujours, effectivement, que les choses s'effondrent, mais il y a une espèce de résilience quand même, qui est là. Ouais. Et puis n'oublions pas que tout est psychologique en économie. Keynes nous l'avait dit. Bien sûr, effectivement. Bien sûr. La psychologie est déterminante. Juste un point en disant vraiment en 2 secondes, Jackie, parce que c'est sur l'inflation fait moins de dégâts qu'une dette indexée sur l'inflation en Angleterre, qui commence à être plombée par cette dette indexée sur l'inflation et qui fait que la dette par habitant est en train d'exploser. Et la dette française, on en parle vendredi prochain, justement, au prochain débat de Good Evening. On verra si vous avez été sage et si vous revenez vendredi soir prochain, parce que c'est Standard & Poor's qui nous donnera son verdict. On verra si la note est dégradée et si les taux français s'emballent. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir déjà été là ce soir. Jackie Isabello, Rodolphe Bonas et Frédéric Farah.